crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Et là, je te souhaite la bienvenue en bear market, cette période où personne ne veut parler, ne veut entendre parler de Bitcoin, ne veut absolument pas mettre un seul centime sur cette monnaie de paria. Vu l'ambiance morose et l'ambiance actuelle sur les marchés crypto, si jamais cette histoire se confirme, eh bien on sera certainement pas très loin du point bas sur Bitcoin et sur les cryptos. Donc, du coup, ce week-end a été marqué par une chute brutale du Bitcoin qui est passé sur les 80 000 $. Il est arrivé à environ 79 000, donc 79 000 $. Puis, il est descendu à 76 000 et enfin sur les 75 000 $, entrant en zone first sale pour la première fois depuis 2023. Cela a entraîné plus de 5 milliards de dollars de liquidation sur 4 jours, dont 2,56 milliards en 24 heures liés à Bitcoin. Donc, du coup, ce week-end a été marqué par une chute brutale du Bitcoin qui est passé sur les 80 000 $. Il est arrivé à environ 79 000, donc 79 000 $. Puis, il est descendu à 76 000 et enfin sur les 75 000 $, entrant en zone first sale pour la première fois depuis 2023. Cela a entraîné plus de 5 milliards de dollars de liquidation sur 4 jours, dont 2,56 milliards en 24 heures liés à Bitcoin. Des pertes notables incluent le 110 millions de dollars de pertes latentes pour un investisseur historique sur Bitcoin, ETH et Sol, 250 millions de dollars pour Garrett Jean sur Ethereum et 220 millions de dollars pour un trader, voilà, qui a été liquidé, comme j'ai envie de vous dire, pas mal d'entre nous. C'est que les sommes sont quand même assez affolantes. Binance a nié toute manipulation de marché, attribuant le flash crash du 10 octobre à des facteurs macroéconomiques et prévoit d'acheter 1 milliard de dollars de Bitcoin pour son fonds SAFU. Maintenant, probablement l'élément le plus frappant du moment, c'est le sentiment du marché qui est au plus bas. On est vraiment tout en bas. Le Crypto Asset Sentiment Index est tombé à un niveau aussi pessimiste que lors du crash de la liquidation du 10 octobre où on s'est fait démolir. Un moment où la panique était totale. Souvenez-vous, quasi 20 milliards de dollars de liquidation. Et historiquement, ce genre de niveau correspond souvent à des creux locaux. Après, attention encore une fois, je ne survends pas les choses. Ça ne veut absolument pas dire que le marché ne peut pas aller plus bas. C'est la magie des crypto-monnaies. Quand on a fait moins 10%, on peut encore faire moins 10%. Mais ça veut simplement dire que la majorité des acteurs ils sont déjà très négatifs. Si le Bitcoin descend vers la zone des 65 000, 66 000 $, environ 700 millions de dollars de positions seraient liquidées sur une seule plateforme, uniquement sur les contrats perpétuels. À l'inverse, pour une variation de prix équivalente vers le haut, dans l'autre direction, plus de 1,5 milliard de dollars seraient liquidés. Autre élément qui fait peur et qui inquiète le marché, c'est le fait que Stratégie B, anciennement MicroStrategy de Michael Saylor, se retrouve en perte puisque le prix du Bitcoin se situe à un prix qui est inférieur au seuil de coût de Stratégie. Cet article nous dresse un petit point de la situation et nous explique les conséquences pour Stratégie. Et vous allez voir que c'est pas si dramatique que ça. En tout cas, à court terme, il n'y a pas de risque majeur sur le sujet. Le coût moyen pour Stratégie est d'environ 76 000 $ par Bitcoin. Et en résumé, donc Bitcoin qui a fait un repli à 75 000 $ dans la nuit ou tôt ce matin, ça a fait passer donc la stratégie de Michael Saylor en dessous de sa base de coût moyenne en Bitcoin. Bien que l'entreprise soit techniquement en difficulté financière sur le papier, les analystes ne constatent aucune tension sur le bilan ni aucun risque de vente. Tous les regards aujourd'hui se tournent vers MicroStrategy. Strategy maintenant, on a du mal. Et Strategy qui est en train de pas mal chuté, même si ça a ouvert beaucoup plus bas, ça a ouvert à moins 8. Quand on regarde Stratégie, on est toujours en survente extrême. Honnêtement, la tentation est énorme. Est-ce qu'on est ici? Après, franchement, la préconisation, et c'est pas un conseil, c'est que ça n'a rien de se précipiter. Parce qu'à partir du moment où on a touché les 30, même sous les 30 de RSI, regardez, avant que ça explose, mai 2022, moi je vais y aller tranquille. Plus de 18 mois avant que ça explose vraiment. Donc, faut vraiment être très calme. Et ensuite, ici, ça a commencé à accumuler. Par contre, ce qui me plaît beaucoup, c'est ici. Peut-être un Golden Cross au niveau du MACD. Plutôt pas mal. Donc ça, c'est énorme. C'est Michael Saylor, il a acheté 75 millions de BTC autour des 75 000 $. Très bon achat. 850 Bitcoin à 88 000. Alors que ça allait légèrement sous son cours d'achat. Bitmine, très fort.
très très fort. 41 800. Vraiment, là, ça montre un gros signal de confiance quand même, hein. Pushing, it's holding. Maintenant, il est à 3,55. Il ne lâche pas l'affaire. Et aussi, ils sont en train de faire exploser leur taux de stacking. C'est très bien, ça va plaire à Wall Street, ça va ramener du dividende. Et donc, ils sont vraiment confiants. Ils achètent et ils stackent de folie. Le pédophile Jeffrey Epstein, qui a été retrouvé mort dans sa cellule en 2019, a affirmé avoir parlé aux véritables personnes à l'origine du Bitcoin. Un mail d'Epstein datant de 2016 a été retrouvé dans l'énorme dossier de 3 millions de fichiers publiés par le ministère de la Justice américaine. Et il y déclare avoir eu contact avec certains des fondateurs du Bitcoin. Alors ça, cette nouvelle-là, ce mail-là, il est nouveau. On savait depuis octobre ou novembre qu'il avait regardé, qu'il s'était renseigné de près à propos de Bitcoin. Et on sait aussi qu'il avait financé certains développeurs de Bitcoin. Mais ce fameux mail dévoilé ce week-end a été envoyé à 2 contacts saoudiens depuis le compte Gmail de Epstein. Ce qui nous intéresse ici, c'est son investissement de 3 millions de dollars dans Coinbase via un arrangement avec Brock Pierce, cofondateur de Tether et Blockchain Capital, et de Brad Stephens, cofondateur de Blockchain Capital, à une valorisation de 400 millions de dollars. Des emails publiés par le département de la justice américain montrent que Fred Eshram, quelque chose ainsi, cofondateur de Coinbase, était au courant et était impliqué, proposant même une rencontre avec Epstein le 3 décembre 2014. Epstein a vendu la moitié de ses parts en 2018 pour près de 15 millions de dollars. Il a également investi dans Blockstream en 2014, comme l'a confirmé Adam Back, cofondateur de Blockstream. Epstein a consulté Pierce et Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, pour les conseils d'investissement. Cette révélation met en lumière l'accès de Epstein aux investissements crypto malgré son statut juridique, avec Coinbase passant d'une valorisation de 400 millions de dollars à 51 milliards de dollars aujourd'hui. Ensuite, ça c'est toujours un indice intéressant dans notre industrie, c'est que la rentabilité des mineurs, c'est vraiment un indicateur très très intéressant. C'est qu'il y a toute une économie du minage autour du Bitcoin et en ce moment, quasiment l'ensemble des acteurs sont en perte. À part ceux qui ont les toutes dernières machines de minage, qui sont globalement encore rentables, la majorité des mineurs sont en perte. Alors, pour illustrer ça et pour bien comprendre, je vous montre le MPI, qui est l'indice de position des mineurs, qui va justement nous expliquer si les mineurs sont plutôt en train de vendre ou plutôt en train de holder leur position. Et là, le graphique, il est absolument sans appel. Ce qui nous intéresse ici, c'est de nouveau la courbe mauve. On voit qu'elle se situe tout en bas dans le graphique, et donc les mineurs ne sont justement pas du tout en train de vendre leur position. Les agressions physiques visant à voler des portefeuilles ou des clés privées ont augmenté de 75% en 2025 par rapport à 2024. Donc on a 72 cas confirmés à ce jour et ces incidents impliquent parfois des effractions, des enlèvements ou des menaces directes contre les détenteurs de crypto avec des pertes estimées à plus de 40 millions de dollars au total. Et l'Europe représente désormais plus de 40% de ces attaques, avec la France en tête de classement, ce qui met en lumière une inquiétude croissante en matière de sécurité physique pour les investisseurs individuels. Et cette montée de la violence liée à la crypto, ça souligne un problème structurel de sécurité hors-chain. Ripple, bien connu avec XRP, a obtenu l'autorisation finale d'établissement en tant qu'institution de monnaie électronique auprès de l'autorité de surveillance du secteur financier au Luxembourg, ce qui offre un cadre réglementaire complet dans l'Union européenne. Et la licence permet à Ripple d'élargir légalement ses services de paiement et de monnaie numérique dans l'ensemble de l'Union européenne. Faites toujours attention pour le moment, c'est très chaud, surtout avec ce qui se passe en Iran avec Donald Trump. La géopolitique joue énormément. Maintenant, voilà, il y en a beaucoup qui sont en train de se faire rincer sur l'or et il y en a beaucoup qui vendent. Et tout cet argent, il va aller où? Est-ce qu'il est sur le Bitcoin? Franchement, je sais pas. Moi, pour l'instant, j'ai beaucoup investi dans des fonds, dans des ETF. J'ai aussi investi dans le Bitcoin. Comme toujours, mon petit DCA habituel. La nouvelle réglementation crypto, l'idée pour que ça aboutisse, encore hier, les acteurs étaient réunis à la Maison-Blanche. Pour que ça aboutisse, il faut que les acteurs crypto se mettent d'accord avec les banques. C'est la commission bancaire au Sénat, ça bloque parce que forcément les banques ne veulent pas que les stablecoins soient rémunérés sans limite. Elles ont peur que des dépôts bancaires partent vers les stablecoins chez les banqueurs crypto. Mais, donc ça bloque là-dessus. Donald Trump
L'administration Trump a donné une deadline fin février pour aboutir à un accord. Posé. En attendant, on continue dans les bonnes nouvelles qui expliquent pourquoi ça a aussi pumpé. Il y a eu un accord qui a été effectué avec l'Inde et les USA. Ça fait déjà un certain temps que les discussions sont en cours. Là-dessus, nous avons Trump qui retire les taxes douanières de l'Inde et en contrepartie, on va avoir 500 milliards de dollars qui vont être achetés directement de l'Inde aux USA. Donc, on va avoir de l'agriculture, de la technologie, de l'énergie, bref, un peu de tout. Et ça y est, l'Inde a acté le fait qu'il n'achèterait plus de pétrole russe et achèterait le pétrole aux USA. On a vraiment une dynamique de rapprochement qui se fait et une dynamique de rapprochement qui se fait avec un des acteurs les plus importants des BRICS. La vraie question, c'est est-ce que ce rebond va durer? Parce que c'est beau d'avoir un rebond, c'est beau, c'est une bonne chose, très bien. Mais c'est pas suffisant un rebond. Nous, ce qu'il nous faut, c'est une cassure de niveau clé. D'accord? C'est une cassure de niveau clé. Or, pour le moment, les niveaux clés, malheureusement, ils sont pas breakés, en fait. Le niveau clé qu'il va falloir breaker si on veut se relancer, c'est les 79 669. Et donc là, malheureusement, pour l'instant, on n'y arrive pas. On a de fortes chances d'avoir un rebond sur le cours et il faut regarder aussi en 4 heures comment ça se passe. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant à voir, c'est qu'on a une divergence haussière entre le cours et le RSI. Donc là, sur le RSI, on a fait un plus bas, moins bas que le précédent. Donc on a quelque chose qui est plutôt haussier si on le dessine ici. Et sur le cours, on a fait un plus bas que le précédent. Donc comme on a une différence d'orientation entre le cours et le RSI, c'est ce qu'on appelle une divergence. Je rappelle qu'elle est toujours en train de se contracter, cette liquidité mondiale, qu'on n'imprime plus de stablecoin, mais au contraire qu'on en crame. Donc on n'est pas à l'aube d'une all season tout de suite, ça déjà faut le savoir, et que la prochaine all season arrivera quand la liquidité arrêtera de se contracter. La liquidité elle se contracte depuis fin 2021, début 2022. Ça tombe bien, quand on regarde les altcoins, il se passe quoi? Je repasse en annuel, 2021 c'était notre année de hausse, 2022 de correction, et finalement on est en 2026, on est 5 ans après, on est toujours dans la bougie de 2021, donc on est complètement corrélé à la liquidité mondiale, c'est normal. Le jour où la liquidité mondiale break au nord, là il y a des grandes chances d'avoir une all season. Nouvelle parce que on a certainement la plus grosse IPO qui est en train de se préparer au monde. IPO, c'est une entrée en bourse. Et là, on va avoir SpaceX qui achète XAI. Donc globalement, XAI, c'est la société qui encapsule X, donc c'est-à-dire l'anciennement Twitter, plus Grok, donc toute la structure de l'intelligence artificielle de Elon Musk. Et SpaceX, c'est tout ce qui englobe tout ce qui est fusée, etc. Donc là, il a fait une énorme boule qui regroupe de la tech. Avec ça, on prépare la plus grosse entrée en bourse jamais connue. Alors, Hype, pour moi, c'est vraiment la success story de ces derniers mois, pour pas dire de ces 12-24 derniers mois. Le seul projet, finalement, qui est sorti presque ces dernières années, qui est vraiment solide. Ils vont se lancer dans les marchés des prédictions. Donc c'est un marché qui fait rêver tout le monde, même Wall Street, tout le monde veut y aller. C'est un marché ultra rentable. Et ils vont rentrer dans ce marché. Vous savez qu'ils sont aussi bien sur les produits dérivés sur l'or, donc ils sont vraiment sur les marchés de niche, et ça marche vraiment très bien. Et surtout, vous le savez, Hype, ils ont un mécanisme de rachat de tokens et de burn qui est très efficace, qui met une pression en permanence à l'achat sur le token. Peut-être mon seul regret dans les dernières années, c'est de ne pas avoir acheté du hyper liquide. Pour résumer, le zero knowledge, c'est une preuve mathématique. C'est une preuve mathématique qui va définir la propriété ou la légitimité d'un document, et une preuve mathématique sans finalement révéler le document en tant que tel. Et je sais qu'il y a des gens qui sont dédiés à ça, et pour moi, il y a un bel avenir, et il y a sûrement des belles choses pour respecter la privacy des utilisateurs. Effectivement, des gens qui veulent que ton passeport soit relié à une ZK-proof, donc à une preuve de zero knowledge, une preuve mathématique, pour prouver effectivement que tu es français, que tu as tel âge, etc. Je pense que c'est des projets très intéressants auxquels je ne m'intéresse pas personnellement, mais pour moi, ça peut être l'avenir. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.